Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette session Ma vie est un ticket, éloge de la communication paresseuse et enjeu pour l'agilité du futur. Pour démarrer, je voudrais remercier les sponsors sans qui voilà, Agile Grenoble ne pourrait pas se faire, donc on peut les remercier encore une fois pour leur travail. Alors pour démarrer cette conférence, je vous propose ensemble de rêver un peu. Alors vous avez le choix. Vous pouvez fermer les yeux, si vous le souhaitez, ou rêver les yeux ouverts. C'est vous qui choisissez. De quoi allons-nous rêver? Imaginez-vous de retour au travail. Imaginez que vous rentrez au travail et que vous démarrez la journée en vous disant que vous allez faire un certain nombre de choses et qu'à la fin de la journée, vous avez fait ce que vous aviez prévu de faire. Imaginez que pendant cette même journée, vous avez une demande très urgente, mais vous l'avez fait attendre. Elle a fait la queue, comme tout le monde. Et vous êtes très content de vous. Imaginez qu'à partir de maintenant, les plannings que vous allez fournir sont fiables. Imaginez que vous avez eu un petit problème pour établir ce planning. Et heureusement pour vous, eh bien, vous avez plein de collègues qui sont venus vous aider. Parce qu'ils ont pris votre problème très à cœur. Ils vous ont tous tendu la main. Imaginez que vous aviez plein de choses à faire et qu'à partir de maintenant, lorsque vous savez que vous ne pouvez pas faire, vous allez utiliser un mot magique. Vous allez refuser. Et les gens vont vous dire « OK ». Imaginez que cette décision pour refuser du travail, elle a été compliquée. Vous avez monté une réunion avec des gens, vous vous êtes dit « Ah, on n'est pas d'accord, c'est pas possible ». Et à la fin, vous avez convergé dans le même sens. Allez, maintenant on se réveille, c'est fini. On arrête les conneries. Le rêve, c'est pas ça aujourd'hui. Le rêve qu'on a, le rêve qu'on nous vend, il porte un nom. Le rêve agile s'appelle Scrum. C'est facile. Ça fait 10 ans qu'on en parle, donc au bout d'un moment... des fois, c'est quand même... le rêve, c'est le processus, Scrum. Hein. C'est-à-dire l'élaboration du backlog, le fonctionnement par itération. À la fin des itérations, on a un incrément de produit qui est livré. Le jalonnement de ces itérations avec les sprint planning, les daily meetings, la revue d'itération, la rétrospective en fin d'itération, et tout un tas de monde qui fonctionne en équipe avec des rôles, product owner, scrum master, équipier. Mais globalement, dans Scrum, on parle assez peu des valeurs, la transparence, l'inspection, l'adaptation. C'est rarement mis en avant, et pourtant... Alors, pas de méprise, hein, j'adore Scrum. Hein. Je suis un grand fan de Scrum. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Scrum, ça reste encore connoté informatique. Et lorsqu'on parle de Scrum en dehors de l'IT, en tout cas lorsque j'en parle, je ne leur parle pas de Scrum. Je leur parle de mon FAM. Mon FAM, c'est le petit nom que j'ai trouvé pour mon framework Agile Minimum. Expliquer que comment on fait de l'agilité. On va commencer simple, on va lister ce qu'on a à faire. Ensuite, on va définir un ordre, peu importe l'ordre. Ensuite, on va gérer ce travail-là, le produire, le développer. Je prends gérer parce que développer dans plein d'univers et dans plein de métiers,
ça parle, développer, ça ne fonctionne pas. Ensuite, on va se libérer. Et on va délivrer. La musique qui vous restera jusqu'à la fin de la journée, c'est cadeau. C'est ma période Reine des Neiges, hein, je m'en excuse. Petite dédicace à ma fille Romy, elle appréciera. Et parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on va adapter. Mais alors l'agilité, c'est un process. Non, 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 on va faire ça, mais on va le faire souvent et ensemble. Mais alors on le fait quand? Ben, on le fait souvent. Mais avec qui? Ben, ensemble. Et si vous avez un environnement qui n'a pas de culture d'équipe, qui n'a pas de culture projet, c'est déjà un concept en soi qui est assez compliqué à comprendre. Et vous remarquez le point commun entre cette partie Scrum et mon femme, c'est qu'il y a cette histoire, à un moment donné, de listing. Bon, on peut maintenant, quels que soient les métiers, comprendre, enfin, utiliser le terme de backlog. Ça parle relativement bien à tout le monde. Un backlog, tout le monde a compris que c'était une liste de trucs à faire. On est quand même en 2019, et on est quand même obligé de rappeler que pour gérer un backlog, c'est facile. On a des outils pour ça. On a des outils connus, maîtrisables, documentés, qu'on retrouve absolument partout. Alors, dans la famille mapping, je vais demander le user story. User story mapping, indispensable pour... Oh, pardon. User story. L'idée, c'est de cartographier un processus utilisateur. Processus d'usage du service. Si on n'aime pas le user story mapping, on sait qu'on doit utiliser l'impact mapping, développé par Gojko Hadzik, avec une approche plutôt de type mind map, le pourquoi au centre, le qui en deuxième couronne, en troisième couronne, voilà, de l'intérêt de s'y intéresser. L'impact en troisième couronne et comment est-ce qu'on va traiter l'impact. Mais le mapping, ce n'est pas que les fonctionnalités, il faut également s'intéresser à la partie invisible de l'iceberg. Un petit peu plus délicate. Ça porte un nom, ça s'appelle des exigences non fonctionnelles. Vous savez, c'est tous les trucs de qualité flous qu'on ne sait pas développer de manière atomique. Parmi les outils également qu'on va devoir utiliser pour traiter ce backlog, eh bien, on va utiliser les bien connus user stories, qui dérivent du user story mapping. La vie est bien faite. Et quand on parle de user stories, on parle évidemment de la définition de terminer. En 2019, on se pose encore la question de savoir comment on termine. On fait des tests. Quand on parle de user stories, on a également besoin de valeurs. Alors ça, si vous voulez faire des ateliers passionnants sur comment faire péter une équipe, vous leur demandez d'établir un modèle de valeurs sur les user stories. C'est une question qu'on ne se pose pas, alors évidemment, c'est compliqué. Et puis bon, on va arriver sur les trucs beaucoup plus classiques. On connaît les plannings poker. Voilà, si vous voulez une petite variante, on va demander le chiffrage aux équipes en leur demandant des tailles de t-shirt. Ce qui a remplacé les jours hommes, fondamentalement, c'est exactement la même chose. En tout cas, c'est utilisé de la même manière. Et puis, si jamais vous ne comprenez pas pourquoi il faut gérer tous ces trucs-là, parce qu'à un moment donné, la question, c'est où est-ce qu'on veut aller, on va revenir un petit peu plus haut. On a besoin d'une vision produit et, sans dire de gros mots, d'une feuille de route. Feuille de route, c'est le truc un peu flou que tout le monde utilise, mais on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Tous ces outils-là, on les connaît, ils sont documentés, ils existent. Et c'est comme ça qu'on gère un backlog produit. On a besoin à minima de ça. Ça ne veut pas dire que c'est exclusif, mais on a besoin à minima de ça. Alors pour monter tous ces ateliers, évidemment, on va avoir besoin de personnes, ça paraît assez logique, mais on va avoir besoin d'espace. Parce que tous ces ateliers ont la particularité d'être visuels. Les espaces de travail, justement.
je ne sais pas comment c'est chez vous, mais les espaces de travail, c'est pas folichon aujourd'hui. On va faire un petit sondage, juste pour voir si je suis dans le vrai. On peut appeler ça une salle de réunion, mais si vous regardez la définition dans le dictionnaire, réunir n'a jamais été une définition, un mot qui permet de définir l'action de produire quelque chose. Qui a des salles de réunion qui sont organisées de cette manière-là? Ah oui! Ah, vous avez peut-être pire. Vous avez ces salles de réunion là. Il y en a qui en ont? Mais non. Attendez, on peut faire pire. Parfois, on a des salles de réunion tellement petites qu'on est collé au mur. Il y en a qui en ont? Ah oui! Alors, en préparant cette conf, je n'avais pas imaginé que les résultats seraient aussi catastrophiques, mais je suis ravi de voir ça. C'est quand même étonnant de voir qu'on est dans un métier de la connaissance, qu'on est dans le tertiaire, on est entouré de technologies absolument merveilleuses, fantastiques, qui font des choses de fou, et que quand on voit les autres métiers, ils ont développé des quantités d'outils fantastiques, et que nous, on a ça, pour travailler. Cette espèce de consensus mou de la spatialité. Aucune réflexion portée sur les espaces de travail. Alors si, aujourd'hui, il y a des réflexions. En tout cas, la question que je pose à chaque fois, c'est est-ce qu'on pourrait ramener une ramette de papier pour le paperboard, s'il vous plaît? Parce que ça, il faut encore le répéter. Ou, waouh, c'est génial, vous avez un énorme système de visio qui a dû coûter très très cher. Il y en a qui en ont? Ah oui? Est-ce que vous vous en servez? Oh! Merci. Alors parfois, ils sont même interactifs, c'est-à-dire qu'ils sont fournis avec un stylet. Mais comme on n'a jamais formé les gens à l'usage de ces outils-là, ça fait des outils très chers pour afficher pas grand-chose. Mais en fait, même ça n'est qu'une parenthèse, parce que pour les équipes qui passent en agilité, qui sont en agilité, le sujet, c'est pas ça. Aujourd'hui, on passe au numérique. Quand même, on est dans l'IT. Le digital. C'est vrai que aujourd'hui, moi, quand je démarre mes formations, que j'arrive avec des post-it, on me rigole bien au nez, quoi. Et on pose la question des outils. Alors, quels outils vous nous proposez? Je dis, il est là, l'outil, regarde. Il est ici, là. Non, mais en vrai. Alors, je suis obligé de leur répondre. Ou parfois, ils ont la réponse avant moi. Et cette réponse, aujourd'hui, elle porte un nom. Putain, quoi. Je m'étais promis jamais être vulgaire dans mes conférences, mais putain, Jira, quoi. La puissance de feu de Jira. Bon, après, je dis Jira parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec, mais je pourrais vous citer les autres mauvaises expériences que j'ai eues avec Mantis, avec Trello. Je suis pas focus, hein. TFS pour ramasser aussi, hein, pour en prendre pour son grade. Et ça s'explique, ça se justifie, c'est très logique, c'est très cohérent, parce que quand même, le numérique, enfin plutôt les post-it, quand on regarde, sérieux, c'est pas moderne, quoi. Nous, on veut des trucs qui claquent. Et puis alors les post-it, ça c'est le meilleur argument de la mauvaise foi. Ça tombe, ça va tomber ton truc. Alors non, si tu achètes des 3M super sticky, dans Jira, ça tombe pas. Ou pire, la mauvaise foi peut aller jusqu'à penser qu'il y a des gens malveillants qui vont venir décoller les post-it. J'ai jamais croisé en 10 ans une personne qui a fait ça. Et puis, quand on voit tous les post-it qu'on a à écrire, attends, faut tout qu'on écrive. Moi, la dernière fois que j'ai écrit sur un papier, ça remonte à
Je ne sais pas. Et puis bon, aujourd'hui, on a quand même suffisamment de gens qui ont fait de l'agilité, donc honnêtement, ça ne bouge pas les post-it hein, sur les paperboards, enfin sur les boards, donc ça ne sert à rien. Hein. Et puis, alors celui-là, il me plaît beaucoup. En 2019, après la COP 21, c'est pas écolo le post-it, oh! T'as vu ton bilan carbone? Dit la personne qui n'a absolument pas analysé le bilan carbone d'un post-it et qui sans doute ne sait pas que le bilan carbone d'un email est évalué pour une pièce jointe d'environ 1 méga entre 10 et 20 grammes par an. Évidemment, ça explose si on augmente la taille de la pièce jointe. Par contre, il y a un argument qui est recevable et celui-ci, il est encore difficile à contourner. Et ça se développe de plus en plus, notamment avec le télétravail ou tout simplement des équipes qui sont en remote, c'est-à-dire, eh bien, on va passer à distance. Parce que le numérique, quand même, c'est confort, quoi. Et le confort, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de mettre dans des tableaux tout ce qu'on veut. Le truc que jamais de la vie on retrouverait dans des organisations dans le secondaire, par exemple, dans des gens qui travaillent dans le physique. Il ne faut pas s'étonner que les gens du Lean, ils se foutent de notre gueule, hein, quand même. Ils ne comprennent pas pourquoi on met plein de tickets partout, tout le temps, là. On peut tout mettre. On peut tout mettre parce que il faut qu'on stocke nos idées. Ouais. Parce qu'on fait des brainstorming. Oh, pardon. C'est terrible, quand vous faites des brainstorming, les gens, ils ont des idées, du coup, on met plein de trucs. Et puis, c'est quand même confort parce qu'on peut tracer. Et tracer, c'est notamment très important lorsqu'on a des SLA. On peut tracer, on peut rendre ça transparent, SLA, Service Legal Agreement, lorsqu'on a des engagements. C'est-à-dire que lorsqu'un ticket est créé, et qu'il faut qu'il sorte en un certain temps. Ça nous permet également de piloter. Mais oui, il y a plein d'outils, il y a plein de reporting. Puis maintenant, on s'en sert pour documenter. Et dans certaines équipes, les outils de ticketing servent maintenant à converser. C'est génial. Alors pour savoir si c'est génial, il y a un petit test à faire. Ça s'appelle un micro-trottoir et vous baladez dans l'organisation pour savoir un petit peu ce que pensent les gens véritablement de leur outil de ticketing. Et il y a un drame aujourd'hui qui est en train de se jouer avec tout ça. Les gens vous expliquent qu'ils ne sont absolument pas contents. Et s'il y a bien un truc duquel pour l'instant on est préservé, c'est que heureusement pour nous, dans les tickets, il n'y a pas les émotions des gens. Ou peut-être qu'il faudrait les avoir, mais je pense qu'au début, à la révélation, ça serait un petit peu compliqué. Mais ça va même plus loin. Maintenant, quand on a des outils de ticketing comme ça, on a des comportements qui se développent. Des comportements où, lorsqu'on a des personnes qui ne sont pas dans le même service, elles vont se créer des tickets entre elles. Hop là. Puis si mon ticket n'avance pas, je vais te recréer un ticket. Pour savoir si tu as lu l'autre ticket. Ça vous parle? Mais on peut faire pire. D'ailleurs, les organisations qui ont commencé l'agilité, qui ont commencé à mettre du Scrum, elles font pire. Elles font pire parce qu'elles ont compris, volontairement ou involontairement, en tout cas on les a fait basculer, d'un mode projet à un mode produit. Et donc maintenant, on se retrouve avec des équipes où il n'y a plus seulement les devs, on a également les gens du support. C'est-à-dire qu'on a plein de gens qui commencent à créer des tickets. Donc là où on était déjà très fort avec Scrum, qui est une méthode à la base pour traiter de la complexité, on a su augmenter la complexité. Mais alors comment? On va prendre un exemple très très simple. On va se ramener, non pas à votre rêve, mais à ce qui se passe. Vous arrivez le matin au boulot, vous commencez à faire votre truc. Et là, arrive quelqu'un qui vous dit « Bonjour ». Vous l'appréciez, vous l'aimez bien, mais vous étiez très concentré.
Et il vous demande un truc au passage. Tu pourrais pas regarder le truc, machin? Et vous, comme vous êtes professionnel, vous dites, bah oui. Du coup, vous venez de faire triple effet qui se coule. Le premier effet qui se coule, c'est que la personne, en arrivant, elle a créé ce qu'on appelle une interruption. Elle vous a interrompu. Cette interruption a généré un deuxième mécanisme, qui est facile à comprendre. C'est un mot que je déteste, parce qu'il est particulièrement long, et je dois meubler quand je fais du live streaming. Ça s'appelle de la parallélisation. Cette parallélisation a provoqué un autre élément, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais ça peut être pire. Tu peux te dire, tiens, j'irais bien regarder dans mon système de tickets. S'il n'y a pas un truc, oh, bah tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te refais une nouvelle interruption. Et quand tu regardes la fin de ta journée, et que tu arrives chez toi, si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui t'attend, la question qu'on te pose, ça s'est bien passé ta journée? Mon chéri ou ma chérie? Et là, vous lui répondez, j'ai rien fait. Donc t'es payé à rien foutre. Alors, c'est pas tout à fait vrai, en fait. C'est un petit peu faux. C'est pas que vous n'avez rien fait. C'est-à-dire que quand on regarde la somme des éléments qu'on a démarrés, en fait, on n'a rien terminé. Ce qui donne ce côté un peu tête de chou-fleur, là, où on est un peu agacé. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a une disproportion entre le travail accompli versus l'investissement. En fait, c'est pas vrai, on n'a pas rien terminé, on a peu terminé. Mais on a une dévalorisation complète du travail. Il s'est passé quoi? Il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc ici, en fait. On va zoomer un petit peu dessus pour bien voir comment ça se passe. Ça porte un nom, ça s'appelle du changement de contexte. Le changement de contexte, c'est relativement simple. On peut le voir au niveau individuel et on peut le voir au niveau d'une équipe. Pardon. Sur une échelle de temps donnée, lorsqu'on souhaite passer à une nouvelle tâche, on imagine que les gens vont être performants tout de suite. Mais on sait que c'est faux. On sait que ça prend du temps. Ça prend du temps de se reconnecter, surtout sur les activités à forte disponibilité intellectuelle, par exemple, à peu près tout ce qu'on fait tous. Merci. Le dev en tête, interrompez un développeur, vous allez voir comment il va vous accueillir. Et lorsque vous avez quelqu'un qui vient vous voir, ça vous interrompt. Et donc ce temps-là, il est perdu. À quel moment est-ce qu'on arrive au pic de performance? Ce temps-là n'est absolument pas pris en compte ni dans les planifications, ni dans les organisations de projets. Et encore, on peut faire pire. Pour les interruptions, ça peut être bonjour, mais vous pouvez avoir une urgence. Une urgence Dieu. Je vous laisse voir qui est Dieu. Toi, tu l'as. Parfois même, tu en as plusieurs. À partir du moment où on crée des interruptions, à partir du moment où on crée de la parallélisation, à partir du moment où on introduit du changement de contexte, on introduit la perte de temps dans un système. Les systèmes de tickets ne sont que des outils merveilleux pour interrompre les systèmes, pour interrompre le travail. On est donc sur des outils qui nous aident à perdre du temps. Mais on peut faire pire. Qui est aujourd'hui témoin de ça? Vous allez voir des devs, ils vous parlent d'un truc. Elle marche tellement bien, la conf. Aujourd'hui, il y a un sujet qui explose. Ça s'appelle la qualité. Vous l'appelez la dette technique. C'est merveilleux. Quand on fait perdre du temps aux gens et qu'ils doivent trouver une solution, eh bien, ils rognent un petit peu sur la qualité. Alors évidemment, à un moment donné, ça se fait sentir. Ça se voit quand on ne fait pas de qualité.
peut-être se sentir au niveau de la satisfaction de qui? Au niveau de la satisfaction des utilisateurs qui eux-mêmes vont générer de nouvelles demandes. Évidemment que vous allez devoir planifier. Mais, comme on peut faire pire, et qu'on n'a pas fait de qualité, on va augmenter l'inertie du système. Ces boucles-là, c'est ce qu'on appelle des effets systémiques, des paradoxes systémiques. Et des effets systémiques, selon les travaux de Peter Senge, qui a écrit La 5e discipline, qui est un ouvrage que je vous recommande, qui est bouleversant, il vous présente ces 3 effets. Le premier, c'est le phénomène d'amplification. L'amplification, c'est-à-dire la capacité d'un système à amplifier de manière positive ou négative un certain nombre de facteurs. Ces phénomènes d'amplification, on pourrait les traduire, plus on fait de la non-qualité, plus le système va produire de la non-qualité. Plus je m'interromps, plus nous nous interrompons, plus nous allons générer des interruptions. C'est pervers, hein? Mais attendez, on peut faire pire. Ces effets ne s'observent pas immédiatement. Nombre d'effets s'observent ce qu'on appelle à retardement, ce qui fait que la causalité immédiate entre un effet, en tout cas un événement, et le résultat qu'il produit va être difficile à établir. Ce qui explique pourquoi un certain nombre de personnes établissent des logiques par rapport à ce qui s'est passé de manière immédiate. Et la dette technique ne s'est pas créée en un jour. Autre effet qui nous intéresse en systémique, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de régulation. Parce que ce que je décris là, finalement, lorsqu'on a un volume de demande qui est à peu près maîtrisable, il n'y a pas de raison qu'on planifie autrement que en fonction du sens du vent, mais que ça fonctionne à peu près avec le niveau de qualité qu'on a. Mais de toute façon, les utilisateurs sont à peu près satisfaits. C'est vrai, globalement, les utilisateurs sont à peu près satisfaits. Ce qu'il faut voir, c'est que ces effets-là, si on est sur des systèmes qui sont saturés, des systèmes qui souffrent des interruptions, de parallélisation, de changement de contexte, si vous vivez ces boucles, et sur ces boucles, on peut faire pire, je n'ai fait que la version simple, on connaît les stratégies. Les stratégies de régulation systémique, il y en a 3, et elles sont faciles à appliquer, et vous pouvez les appliquer dès maintenant pour certaines. La première stratégie, c'est limiter le travail en cours. Si vous voulez savoir ce que donne la mise en place de limites de travail en cours, c'est-à-dire limiter le nombre d'éléments sur lesquels nous sommes en train de travailler à l'instant T, discutez avec des copains lyonnais ou parisiens de ce qu'ils pensent de la limitation de vitesse sur le périph'. Ça vous donnera la différence entre la pensée systémique et le vécu individuel. Il y a une urgence à limiter le nombre d'éléments sur lesquels on travaille, tout simplement pour limiter la parallélisation et donc pour limiter le phénomène de changement de contexte et donc pour limiter la probabilité de vivre des interruptions. Ça, c'est pas le plus compliqué. Ma préférée, c'est qu'il est urgent d'arrêter les urgences. Aujourd'hui, c'est un terme galvaudé. Et lorsqu'on travaille sur la sémantique, et donc qu'on supprime ce terme de notre vocabulaire, ou plutôt qu'on le redéfinit suivant 2 axes. L'urgence, est-ce que la demande que nous recevons va mettre en danger une personne? Un danger vital. Un danger de mort, pour être bien clair. Hein. On peut jouer à qui est-ce, si vous voulez, sur ce jeu-là. Hein. Est-ce que ça met en danger de mort? Vous enlevez à peu près tout le monde. Dernière chose, est-ce que ça met en danger économique l'organisation ou mon client? Dès lors, le nombre d'urgences va s'approcher de pas grand-chose. Vous avez compris qu'une urgence, ce n'est pas, dans ce que je vous propose, la satisfaction d'un ego. Ça s'appelle Dieu. On peut tous être Dieu à un moment donné. Et puis, dernière stratégie que je vous invite à faire, parce qu'on en a tellement, c'est de regarder tous les épisodes de la série Marie Kondo pour vous donner une idée de ce que veut dire jeter. Marie Kondo, si vous ne la connaissez pas, c'est cette petite japonaise qui nettoie tous les intérieurs. Nettoie l'intérieur de votre maison, mais votre moi intérieur. Et ça fait du bien de jeter. Jeter, ça veut vraiment dire arrêter de faire des ateliers de brainstorming. Dans certaines organisations, il faut arrêter de travailler ensemble à avoir des idées, parce qu'on ne sait pas les abandonner. On pourrait remplacer ces ateliers de brainstorming par des ateliers de brain destroying.
Un jour, un client m'a dit, mais alors ça ressemblerait à quoi un atelier de brainstorming? J'ai dit, j'en sais rien, mais ça a l'air marrant. L'idée, ce serait d'arriver avec plein de trucs, et à la fin, on repart avec peu de choses. Et là, vous avez compris que l'agilité, si on applique ça, on est à la limite d'avoir un programme politique. Si on ne fait que ça, il y a un risque quand même, de ne pas vous mentir. C'est qu'on mette en place le travail à la chaîne. Et ça, les gens n'aiment pas trop. Du coup, il nous manque un truc. Et quand on va mettre en place les limites, on va se retrouver à différentes étapes, avec un certain nombre d'éléments, peu d'éléments à chaque étape, sur une chaîne de production de valeur. Et ça va nous mettre en avant l'élément essentiel, qu'on retrouve absolument partout. Alors, sauf chez une boîte que j'ai accompagnée il y a quelques années, ils ont tellement bien appliqué la limitation de travail, ils ont tellement bien appliqué la suppression des urgences, ils ont tellement jeté, qu'ils sont arrivés à un flux de travail où il n'y avait quasiment plus rien. Et la dernière séance de coaching était géniale parce que la conclusion était peut-être finalement de réintroduire de la non-qualité pour pouvoir nourrir le quotidien des gens qui travaillaient. Bon, heureusement, ils ont choisi d'investir le temps disponible dans autre chose. Mais la plupart des boîtes n'arrivent pas à ça. La plupart des boîtes, quand on fait cet exercice-là, qui est loin d'être simple, mais on y arrive, on arrive sur le sujet, sur le nœud de l'organisation. Alors en Kanban, on s'appelle ça le stock, parce que ça fait poli. Mais ça s'appelle bien un nœud, un bordel, un tas de trucs. Et donc on se pose la question, mais qui pilote ce truc? Savez-vous qui pilote l'entrée? C'est pas évident en fait à répondre comme question. Y a-t-il un pilote dans l'avion? J'aime bien quand les gens rigolent à cette question. Qui est le pilote? Alors le pilote, il est pas évident à trouver, en fait, il est multiple. Si vous demandez aux devs, ils vont vous dire qu'ils ont plein d'idées, les devs. Corriger la dette technique, hein, c'est évident, de toute façon, c'est tellement la merde qu'il faut... De toute façon, on n'a jamais le temps. Alors, essayez de vendre ça à un commercial, ou la personne en charge, on va dire, la stratégie interne. Alors, ce qui suppose d'avoir une stratégie en interne, mais là, je ne le développerai pas dans cette conférence, qui va avoir aussi une autre idée de l'orchestration du nœud. Si vous avez déjà mis un développeur et un commercial dans la même pièce, c'est très drôle. De toute façon, les devs, ils passent leur temps à développer des trucs qu'on ne comprend pas, ils se font plaisir. Ça prend toujours 10 ans, c'est insupportable. Puis quand vous allez voir les devs, ce qu'ils pensent des commerciaux... De toute façon, moi, un mec qui me dit que heureusement qu'il y a du commerce, parce que sinon on ne paierait pas ton salaire, difficile d'établir dialogue sur ces bases-là. Et attention, toutes les phrases que je vous cite sont vraies. Mais on peut faire pire, mais je ne le dirai pas quand même. Il y a des limites. Non. Non, j'ai parlé de limites juste avant, il faut que je sois raccord. Mais on peut faire plus complexe, parce qu'en fait, il y a aussi une autre catégorie de personnes qui a son mot à dire sur le nœud. Tous les gens, vous savez, qu'on voit peu, qu'on ne voit pas, ou qu'on pense intégrer parce qu'on les connaît vachement bien, parce qu'on quand même, on les a tous les jours, mais qu'on n'a jamais invités en vrai dans l'organisation. Ça, quel que soit le métier. Les utilisateurs. Lorsque vous voulez travailler sur ce nœud-là, la magie, c'est de mettre ensemble ces acteurs-là pour qu'ils décident. Décidez-vous! Parce que chacun reste campé sur ses positions, parce que chacun dans son système de ticketing va passer la patate chaude à l'autre, parce que les systèmes aujourd'hui qui sont en place ne créent qu'une seule chose, ça s'appelle des silos, ça s'appelle des cloisons, parce que ça fait des années que dans plein d'organisations, ces acteurs-là ne se parlent pas. Ils s'envoient des tickets. Mais ça ne fait pas de la communication. Mais ce n'est pas parce qu'on le dit que ça va se faire. D'ailleurs, si vous mettez ça en place, ils vont se dire c'est pas très compliqué, faut faire preuve de bon sens. Alors,
L'idée, c'est, avec le bon sens, ce qu'il y a de bien, c'est que vous mettez plein de gens qui ont du bon sens dans la même pièce, et vous allez voir qu'a priori, ils vont tous aller dans un sens. Alors le sens, ça dépend, ça peut être celui qui gueule le plus fort, c'est une forme de stratégie. Ou sinon, il y a peut-être un truc autour duquel on tourne depuis longtemps. Ce truc, on en parle dans toutes les méthodes, dans toutes les approches. À chaque fois, on tourne autour avec nos méthodes, et à chaque fois, on s'en éloigne. Et à chaque fois, on tourne autour, et à chaque fois, on s'en éloigne. Il est peut-être temps de s'y intéresser véritablement, parce qu'avec toutes les itérations qu'on a faites en termes d'agilité, depuis presque 15 ans en France, il y a un truc qu'on a raté, sur lequel on investit globalement peu. Ça s'appelle l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, ça ne se décrète pas. Et au-delà des systèmes de ticketing, au-delà de tout ça, la question de l'intelligence collective, c'est la question de comment est-ce qu'on va pouvoir se mettre un cadre. Quand on met en place l'intelligence collective, on a des gens qui sont dans des espaces. On peut appeler ça des zones de confort, des zones de croyance, peu importe. Chacun est sur son territoire. Et là, subitement, sous couvert d'agilité ou d'autres choses, on dit aux gens, vous allez travailler ensemble. Pour plein de personnes, c'est très évident. Pour d'autres, c'est complètement déstabilisant. La base de l'intelligence collective, c'est la mise en place d'un cadre sécurisé. La sécurité, mais pas n'importe laquelle, de la sécurité émotionnelle. Alors, comment est-ce qu'on met en place de la sécurité émotionnelle? On va travailler sur un certain nombre d'éléments. Souvent, on va avoir un facilitateur d'intelligence collective ou une facilitatrice. On va d'abord travailler sur l'écoute. Comment est-ce que je peux sécuriser les personnes? C'est en leur montrant déjà que je suis à leur écoute. L'idée, c'est de les amener à un autre endroit, les faire sortir de leur zone de confort, mais tout en étant sécurisés. Ça veut dire qu'en tant que facilitateur ou en tant que facilitatrice, je vais adopter une posture qu'on appelle une posture basse. Posture basse, ça veut dire que je n'ai pas d'avis sur le contenu. Ce qui pose un vrai problème de conflit d'intérêts dans les organisations, si vous êtes à la fois en facilitation et partie prenante. Dans ce cadre sécurisé, on va mettre en place également deux choses. L'autorisation. Les personnes ont le droit de s'exprimer, ont le droit d'avoir un avis, ont peut-être même le droit d'avoir un avis qui est divergent des autres. J'ai le droit. J'ai donc le droit d'exprimer mon opinion. Si j'ai le droit, les autres ont également le droit. Et ce droit va s'exercer dans un cadre qu'on appelle la bienveillance. Vous savez, c'est le truc... Alors moi, je m'en sers beaucoup comme une vanne, mais c'est essentiel. Lorsqu'on a mis ça en place, on peut espérer avoir des gens qui se mettent à disposition du collectif. Et donc de pouvoir travailler sur les 4 piliers de l'intelligence collective, qui sont l'espace, j'en ai parlé tout à l'heure, il va falloir être assez créatif au début, vu les espaces de réunion qu'on a. Et pourtant, on a besoin d'espaces dédiés à l'intelligence collective. Quels sont les espaces dédiés aujourd'hui à l'intelligence collective? De quel matériel on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de Lego? Est-ce qu'on a besoin de post-it? Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? C'est quoi la créativité? Tout ça va s'inscrire dans un temps. Et quelles que soient les méthodes, on a des rituels qui sont des temps, qui sont timés, qui sont essentiels à cadrer dans des espaces. Et lorsqu'on arrive à faire ça, on va proposer un cadre. Ce cadre sera interactif. Il sera interactif parce que les gens auront accepté de descendre de leur zone pour aller dans le cadre commun. Et ça, c'est un chemin qui peut être plus ou moins long, plus ou moins évident pour l'ensemble des personnes. Ça veut dire que le facilitateur, la facilitatrice d'intelligence collective, va savoir adapter l'espace et le temps aussi en fonction des personnalités, donc de l'intérêt d'être à l'écoute de ce qui se passe et de ce qui se dit. Et à partir de ce moment-là, on peut espérer avoir des gens qui partagent donc ce qu'on appelle des interactions,
Alors quand on voit le bashing, en ce moment, il y a un Shifumi bashing sur Twitter, je ne sais pas si vous avez vu. Un Shifumi bashing, ça consiste à balancer un tweet qui ne comprend pas que dans les confs agiles, on fasse des Shifumi géants en trouvant ça complètement débile. C'est idiot si effectivement on ne comprend pas le sens. Et donc se pose la question du sens et se pose la question de tous les rituels qui sont mis en place. Et un Shifumi, ça peut être excellent s'il a du sens. Et ça peut être complètement idiot pour les personnes qui sont là. Donc la question des activités qu'on va proposer aux personnes, à quoi servent-elles? Quelles interactions vont-elles nourrir? Et quelle intention servent-elles? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on a à faire? Et aujourd'hui, les systèmes de ticketing ne répondent pas à ces exigences-là. En tout cas, ne proposent pas les modalités collaboratives d'espace, de temps, d'interaction et d'attention. Le futur de l'agilité, ce sera peut-être ça. C'est-à-dire l'apprentissage individuel du fonctionnement en réseau. Comprendre les paradoxes systémiques. Pourquoi, lorsque je fais beaucoup, j'ai pas de résultat? Pourquoi est-ce que collectivement, on mobilise de l'énergie et qu'on n'obtient pas les fruits de notre travail? Pourquoi il ne sert à rien de planifier dans un environnement qui est saturé? Pourquoi est-ce qu'il faut commencer? Pourquoi les limites de travail vont nous faire gagner du temps? Peut-être que le futur de l'agilité, ce sera d'arriver à trouver des facilitateurs de cette complexité qui aujourd'hui est bien seul dans cet univers. Et peut-être que quand on aura mis ça en place, peut-être que quand on facilitera la complexité, on pourra se remettre à rêver un peu. Je vous remercie. Juste un peu de provoque. Donc, il n'y a aucune vertu au ticketing. Quelle est la question? Ouais. Tu as parlé de ticketing pour du mode un peu projet support et également du mode projet, pardon, et également du ticketing sur support hotline. Et je ferai une distinction entre les deux en étant complètement d'accord avec tout ce que tu as exprimé sur la partie projet et en disant que sur la partie support, j'y vois quelques vertus, notamment sur le monitoring, parce que ça peut être des tâches simples, etc., et que ça structure quand même d'une certaine façon le travail. Voilà. Et quelle est la question? Ne vois-tu aucun intérêt, aucune vertu au ticketing? J'ai fait passer ça comme message. Aujourd'hui, non, je trouve aucune vertu au ticketing parce qu'il est l'étape industrielle d'un sujet qu'on n'a pas adressé. Et aujourd'hui, on se perd dans les questions du ticketing. Et quand on voit des gens qui se tirent dessus, on peut s'interroger sur des gens du support qui vont exprimer des tensions par rapport à des gens du dev, parce que c'est les deux principales populations qui sont concernées au démarrage. Je trouve ça un peu bizarre alors que les gens sont censés partager un cadre commun. Je ne dis pas que le ticketing ne sert pas, sauf qu'aujourd'hui c'est un peu comme PowerPoint, c'est-à-dire qu'on n'est pas éduqué au protocole conversationnel et interactionnel des outils de ticketing. Et on pense que l'outil ticketing fait tout. Je pense qu'on passe à peu près à côté du sujet. En tout cas, les expériences que j'accompagne et dans les sociétés que j'accompagne, clairement, le sujet, ce n'est pas le ticketing. Le sujet, c'est les interactions entre les personnes. J'ai répondu? Oui. Tout là-haut, 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 là-haut. Ouais.
On ne se retrouve pas avec un paradoxe entre le besoin à la fois de limiter le travail et en même temps d'augmenter les interactions? Oui. Comment vous le résolvez? Alors, c'est là l'intérêt de l'intelligence collective. C'est pour ça que je le positionne à la fin comme la solution, parce que je ne l'ai pas. Et donc, plutôt que de travailler sur la question en direct, en fonction de l'organisation dans laquelle on va se trouver, moi, je vais partir de l'hypothèse, c'est comme ça que je le formule, que les gens ont déjà la solution à leurs problèmes. Et donc, il vaut mieux, en termes d'appropriation et de responsabilisation, que les gens établissent une solution à leurs problèmes, quitte à ce qu'ils se plantent, mais plutôt que ça vienne de quelqu'un de l'extérieur. Aujourd'hui, on ne travaille pas sur ces cadres-là. Et limiter le travail, vu ça c'est un exercice très compliqué. Hein. Conceptuellement, on est... tu disais tout à l'heure, c'est philosophique, on va carrément interroger les libertés derrière. Et ce qui paraît, pour certains, assez inconcevable. Mais on est dans le domaine de la croyance. Dans le domaine des systèmes, tout système limité, tout système saturé, doit engager une démarche de limitation et de régulation. Et dans certaines organisations, la limitation, elle est drastique. C'est pour ça que je parle de jeter, et c'est violent. Et on n'est pas préparé psychologiquement à suivre ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans le Lean, si on appliquait les principes du Lean, c'est aberrant. Les systèmes de ticketing, aujourd'hui, on n'accepte pas, il est très difficile d'accepter la finitude des choses. Et les outils de ticketing auxquels on additionne les capacités de stockage font qu'on ne se rend absolument pas compte de la taille. Enfin, on s'en rend compte quand on pose la question du plus vieux ticket encore ouvert dans le système de ticketing des organisations. On peut faire un jeu, hein. Qui c'est qui a le plus vieux ticket ouvert dans la salle? Qui est du siècle dernier? On a 2 gagnants. 19 ans d'ouverture de ticket. On n'a pas un problème psychologique quand même? On ne peut pas rester avec quelque chose qui a 19 ans. Voilà, donc ça... si, et tu as plein de gens qui ont plein d'arguments pour t'expliquer que... Non, faut pas, on ne sait jamais. Vous savez, c'est comme quand on fait le ménage à la maison. On ne sait jamais, ça peut servir. Mais non, ça ne sert pas. De fait, on a laissé pourrir implicitement en étant totalement déresponsabilisé. La mise en place des limites, c'est la re-responsabilisation d'un collectif. Et ça, c'est hyper compliqué. Et ceux qui définissent des limites, si on ne met pas les 3 acteurs que j'ai cités tout à l'heure, vous avez le 3e acteur, enfin vous avez les autres acteurs qui se déresponsabilisent et qui ne sont pas d'accord, et on n'a pas réglé le problème des tensions. J'ai répondu? Attention, tu vas le prendre sur la tête. Il est derrière toi. On fait un passage là, peut-être avant. Ce sera il y avait une main? D'accord. Ouais. Pardon. Hop. On m'entend? Oui. Oui. Désolée pour ma voix. Tu parles d'intelligence collective du coup à la fin et de sécuriser, d'établir un environnement sécurisé pour les gens. Et en même temps, au début, tu dis qu'il faut arrêter de faire trop de brainstorming et trop d'ateliers, etc. Mais du coup, c'est quoi les outils que tu utilises pour, ou les techniques, je sais pas, pour justement instaurer cette sécurité émotionnelle? Pour installer la sécurité? Oui. Je pose le cadre tel que je l'ai évoqué tout à l'heure. J'explique qu'on a le droit, j'explique qu'on a l'autorisation. Je m'appuie sur un outil qui s'appelle les 7P. Et puis surtout, je suis clair, dès le départ, je leur dis que le livrable, ce sera vos idées divisées par... Alors après, ça dépend de mon humeur. Des fois, c'est par 2, des fois, c'est par 4. Voilà. Ou ne serait-ce qu'une idée. Voilà. En fait, ce qui manque, c'est la convergence. Le problème des brainstorming, c'est qu'on s'est arrêté à la moitié du process. Et on a l'impression que brainstorming, c'est juste jeter des choses. Sauf que la partie convergente, c'est la plus compliquée. Et en intelligence collective, elle est indispensable. Donc l'idée, c'est de clôturer à chaque fois. En insistant dès le départ, en expliquant la règle, que ce qui ne sera pas retenu sera jeté. Du coup, des fois, l'atelier ne démarre pas, parce que les gens ne sont pas d'accord. Du coup, on a un autre problème. Donc instaurer le cadre et derrière pousser à la convergence. Ouais, moi, je mets tout sur le cadre, dès le départ. Et donc, la règle, c'est cadrer, encadrer, recadrer. Je pose le cadre, j'encadre en permanence, c'est-à-dire je suis garant du cadre, et je m'autorise à rappeler le cadre, à recadrer, voire
à le déformer si jamais les règles ne sont pas suffisantes. Et s'il faut les faire évoluer. Et il y a un enjeu fort. C'est peut-être la mission qu'on demande aux Scrum Masters, mais qui ne sont absolument pas prêts pour la plupart à cette fonction-là. Mais globalement, des facilitateurs d'intelligence collective, je pense que c'est un rôle qui manque profondément dans pas mal d'organisations. On peut le sous-traiter, l'externaliser, c'est très bien. Moi, j'en suis ravi. Hashtag pub. Mais je pense que des facilitateurs d'intelligence collective, il y en a déjà plein, les organisations. Il faut leur donner du crédit et de la légitimité pour que ce soit leur job à plein temps. Et on me dit que c'est fini. Donc je vous remercie, un grand merci pour votre prêt et pour vos questions.